Madame, monsieur, bonsoir. La crise post-électorale ivoirienne a pris des allures de crise de souveraineté, mais que vaut l'indépendance politique sans l'indépendance économique? Il est donc temps de proposer des solutions achevées. Des Ivoiriens y ont réfléchi. Je pense au professeur Mamadou Koulibaly et Nicolas Agboou, aussi notre invité, monsieur Saraka Kwame Michel, économiste et président de l'Alliance pour la reconstruction et le développement post-conflit. Il a travaillé dans de nombreuses institutions, dont la BAD, Banque africaine de développement. Bonsoir, monsieur Saraka. Bonsoir, Marie. Nous vous avons découvert à l'occasion d'une conférence sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à creuser cette voie? Je vous remercie, Marie-Gisèle. Il faut dire que l'indépendance économique et monétaire devrait logiquement compléter l'indépendance politique à laquelle nos États ont accédé dans les années 60. Et cette bataille devrait se faire. Elle n'a pas été. Aujourd'hui, elle nous est imposée. Et la crise nous pousse à rechercher la liberté économique et monétaire, sans laquelle la souveraineté de la Côte d'Ivoire ne serait pas. Alors, ceci étant, quel est l'état des lieux de notre économie à l'instant où nous parlons? Oui, il faut dire que la situation n'est pas du tout reluisante. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, la zone UMOA et la Côte d'Ivoire se sont plutôt appauvries. Et la pauvreté a été multipliée par 10 sur cette période. Et aujourd'hui, vous savez comme moi qu'un Ivoirien sur deux ne mange pas à sa faim. Le taux de pauvreté est monté et cette tendance est haussière. Entre 1985 et 2008, le taux est passé de 10% à 50%. Ça veut dire que les Ivoiriens se sont appauvris alors que d'autres régions du monde, plus les années avancent, s'enrichissent. Et nous constatons également que cette pauvreté est très sévère et que l'effort qu'il fallait fournir il y a 10 ans, 15 ans pour sortir une personne de la pauvreté, cet effort-là, il faut le fournir doublement. D'accord. Et les études l'ont prouvé. J'entends bien, M. Saraka, la situation n'est pas reluisante, mais dans la production de richesse, quelle est la part des Ivoiriens? Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas une mainmise parfaite sur son économie. Et là, les chiffres montrent que pour ce qui est des intérêts privés en Côte d'Ivoire, la France détient à elle seule plus de 60% de ses intérêts. Et vous le savez comme moi que dans le commerce et l'industrie, les Ivoiriens sont de moins en moins représentés. Et les taux indiquent que 93% d'étrangers tiennent le commerce et 98% tiennent l'industrie. Ces tendances doivent être renversées. Pas pour la xénophobie ou pour chasser les étrangers de ces secteurs, mais il faut que les Ivoiriens aient droit au partage du gâteau dans leur pays. Et donc il faut faire la place de plus en plus aux Ivoiriens qui doivent entrer dans le secteur économique. Mais aussi qu'ils aient la volonté d'y prendre part. C'est important. C'est important. Il faut aujourd'hui encourager tous azimuts l'entrepreneuriat, le développement de masse, comme le Japon et comme beaucoup d'autres pays, et nous y arriverons certainement, mais il faut exterminer le chômage, sinon l'éradiquer entièrement. Il faut faire des emplois massifs. Il faut produire des richesses, il faut mettre les Ivoiriens au travail, mais quelles sont les alternatives concrètes que vous proposez? Ok, des solutions existent, Marie-Gisèle, et nous croyons que l'État de Côte d'Ivoire doit s'engager dans la bataille économique et monétaire. Ça fait deux choses différentes. Au niveau monétaire, vous le savez comme moi. Je voudrais qu'on commence par le côté économique. Au niveau économique, je l'ai dit, il y a beaucoup de modèles qui font école aujourd'hui. Au sortir de la guerre de 1945, le FMI et la Banque mondiale proposaient beaucoup de modèles pour sortir le Japon et beaucoup d'autres pays de la crise économique que la guerre avait engendrée. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu également le plan japonais de sortie de crise. Et dans ce plan, le FMI est venu avec des modèles tout faits. Le FMI parlait de l'approche néoclassique du développement. Bonne gestion financière, bonne gestion macroéconomique, bonne gestion du budget, le contrôle de l'inflation et la viabilité de la dette et tout ce discours. Mais les Japonais ont dit non, nous avons une autre approche. Pour nous, il faut tout de suite produire des biens et services concrets dont les citoyens ont besoin. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point du modèle japonais, c'est d'employer systématiquement tous les chômeurs. Et là, le système d'encadrement et de suivi de ces chômeurs est le plus important. Et donc, ils ont fait de l'accès au crédit une obligation pour tous. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à employer systématiquement tous les chômeurs? Quel est le mécanisme qui nous fait y arriver? Oui, je crois que là, il faut penser à une loi sur l'emploi et également à une loi sur l'accès au crédit. Ces choses sont possibles. En Europe, on ne vous donne pas de l'argent parce que vous avez un bon projet. C'est une obligation. Et les banques doivent faire du crédit à tout citoyen, pourvu qu'autour d'eux, il y ait un système d'encadrement et de suivi pour leur permettre de valoriser cet argent, d'ajouter de la valeur à cet argent. Et donc, je poursuis pour dire qu'en troisième point... Avant d'en arriver au troisième point, je reviens sur la loi sur l'emploi. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il faut que le gouvernement prenne une loi, ou bien l'Assemblée, prenne une loi pour obliger tous les Ivoiriens à travailler. C'est bien cela? Absolument. Et les entreprises à embaucher. On a vu la loi Premier Emploi en France. Il faut donc une loi qui permet de trouver des mécanismes. Soit qu'on embauche dans des structures, soit qu'on les encadre pour leur donner des projets clés en main avec les exemples qui existent ailleurs, soit qu'on crée un premier emploi pour eux avec un accord avec les entreprises. Ceci est possible. Donc à terme, chaque Ivoirien doit être en mesure de se nourrir. Absolument. Et entrer dans une banque et avoir accès au crédit. D'accord. D'accord, continuons sur votre... Et donc, comme troisième pilier, les Japonais ont dit qu'il nous faut redéfinir une politique industrielle et industrialiser systématiquement. Et là, je crois que le président Gbagbo, lors de sa campagne, l'a bien martelé. L'industrialisation. La Côte d'Ivoire doit passer à l'ère de l'industrialisation et non de l'agriculture extensive. C'est passé ce temps. Il faut l'industrialisation. Et l'agro-industrie est le premier pan de cette industrialisation. Il s'agit de transformer le café et le cacao. Oui, on a essayé Ivoire Café, ça n'a pas marché. L'usine de Fulton, il y a eu quelques problèmes, mais il faut repartir avec des modèles achevés qui existent ailleurs pour que l'industrie de la transformation du café et du cacao soit. Et je vous l'ai dit, le cacao fait entrer 1400 milliards de francs CFA dans notre économie chaque année. Mais avec l'industrialisation et la transformation du cacao seulement, nous faisons entrer 10 400 milliards de francs CFA dans notre économie. C'est énorme. Ça fait 5 fois notre budget. Et c'est ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire soit transformée en l'espace d'une génération. Et ils ont continué avec d'autres objectifs plus précis. Lorsque les néoclassiques, à travers le FMI et la Banque mondiale, disent qu'il faut mettre la priorité sur les problèmes dès qu'ils surviennent, ils ont dit non, nous plaçons notre plan de développement national dans le long terme, avec des programmes annuels. Donc il faut à la Côte d'Ivoire un plan de reconstruction et de développement ivoirien, qui permettra, comme le plan Marshall ou le modèle japonais, avec les exemples de modèles qui existent, qui ont réussi, de faire son développement autrement, donc, sans attendre la dictée qui vient de l'Occident. D'accord, un plan qui tient compte de nos besoins, réels. Pas de ceux qui sont définis par le FMI et la Banque mondiale. Pas du tout. Il faut un plan qui nous est propre. On ne doit pas nous imposer, sinon notre souveraineté est entachée. D'accord. Alors pendant qu'on y est, est-ce que il y a la possibilité pour un État de dire non au FMI et à la Banque mondiale? Oui, il y a cette possibilité, comme le Japon l'a fait. Et là, je veux parler un peu de l'endettement. L'endettement de la Côte d'Ivoire, les études ont prouvé que c'est un endettement atypique. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est un État qui est dans une position où elle ne doit pas prendre de l'argent à l'extérieur. Elle est assez liquide. Donc, il y a un problème fondamental de gouvernance de ces ressources qui est posé à tous les gouvernements successifs qui se sont succédés à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, comme le Japon, il s'agit de faire un programme de sortie de l'endettement sur 10 ans, une programmation. Et là, il faut créer des fonds souverains qui sont alimentés par nos industries, par les prélèvements du café et du cacao, par les prélèvements dans les autres secteurs, par même les prélèvements issus de la taxe, des impôts et des douanes, pour que ces fonds soient à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est un plan de la souveraineté, comme aux États-Unis, où après la crise, en 2008, on va au Congrès et on obtient 800 milliards de dollars pour injecter dans l'économie, afin de corriger donc une sorte d'épargne de l'État. Une sorte d'épargne de l'État. Cela nous manque. Comme par exemple les pétrodollars qui dans les années 70 ont recyclé leurs dollars et tous les revenus qu'ils ont obtenus de leur pétrole. Et là, ils ont créé des fonds souverains
qui finance le développement. Et tous les pays ont ce pilier du développement. Il faut que la Côte d'Ivoire se dote d'un tel pilier. C'est important. Un peu comme un bas de laine qui nous sert à confronter les situations délicates. Absolument. Et vous voyez, là, je l'ai dit, nous sommes dans une situation où il nous faut développer une adversité. Tous les programmes ont été faits autour du PPCE. Et là, on attend une hypothétique remise de dette pour faire le développement national. Alors que nous devons entrevoir des politiques qui nous sortent de la dépendance, qui nous sortent de l'endettement. Donc pour nous, attendre le PPCE, c'est une situation exceptionnelle. Sinon la règle serait que nous bâtissions des modèles et que nous ayons des formes de génération de revenus qui nous permettront de sortir définitivement de la dette en remboursant nos dettes. Et aujourd'hui, sans fonds souverains, sans génération de revenus, si l'État n'a pas ces mécanismes, nous ne pourrons pas réaliser le développement de la Côte d'Ivoire. Nous attendrons les autres et nous décevrons autant où nous avons besoin d'eux et plus besoin d'eux. Et là, je vais rebondir sur la question monétaire. Avant d'en arriver donc à la question monétaire, votre plan parle aussi de l'épargne obligatoire des citoyens. Oui. Et là, il faut également une loi si possible. Parce que en Asie du Sud-Est, leur modèle de développement s'est appuyé sur une très forte épargne et un très fort investissement. Il était obligation à tout citoyen d'épargner un montant systématique de son salaire. Ça peut être 20%, ça peut être 10%. Et avec ces ressources, les banques peuvent financer le développement. Vous le savez comme moi, que nos banques ne financent pas le développement. Parce que 80% de la masse monétaire qui circule dans notre économie est dans les mains des seules banques françaises. Et on l'a vu récemment lors du paiement des salaires, que ces banques ont tardé à agir. Et cela empiète sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire et les difficultés que le pouvoir a eu à mettre en place des banques nationales qui financeraient le développement, comme la BEFA, comme la CCP, comme la BNI. Et aujourd'hui, il faut donc amener l'Ivoirien à épargner dans des banques qui sont conscientes de la souveraineté nationale et à investir. Il faut éduquer les citoyens. Et il faut également créer une attitude diligente vis-à-vis du travail. Parce que c'est ce que les pays de l'Asie du Sud-Est ont fait. Une culture des valeurs morales. Et là, dans notre programme, nous proposons que l'État de Côte d'Ivoire, qui a placé son mandat sous la bonne gouvernance, puisse bâtir une institution de lutte contre la corruption et intégrer les principes de l'intégrité et des valeurs morales dans tous les pans de l'économie ivoirienne. Et si nous gérons bien nos ressources, ce qu'on appelle communément la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire pourra nourrir la sous-région, nourrir l'Afrique avec les ressources vivrières, et la Côte d'Ivoire pourra sortir des cultures de rente qui nous entraînent dans la malédiction des ressources pour avoir maintenant une industrialisation complète basée sur son agriculture capable de financer son développement avec des fonds souverains mis en place et dans lesquels il y a l'épargne du gouvernement. D'accord. Alors venons à une solution qui vous tient à cœur, celle de la souveraineté monétaire. C'est très important. Je vais d'abord vous dire quelques liens dans lesquels notre pays se trouve ensemble avec l'UMOA. Et avant cela, je vais vous citer brièvement ce que disait un président de l'UMOA et qui certainement a oublié cette version des choses. C'est le président Blair Wade du Sénégal. Il a dit ceci, qu'il est temps qu'après nos indépendances politiques, après 50 ans, que l'indépendance monétaire nous soit accordée. Et il demande à la France de remettre aux États de l'UMOA les 5 000 milliards de francs CFA qui se trouvent dans le trésor français. Car cela servirait à faire le développement de la zone. Comment 5 000 milliards des pays pauvres qui s'endettent pour leur développement se retrouvent dans le trésor français? Ce n'est pas un mécanisme simple. Ce qu'on appelle le compte d'opération, que le professeur Mandou Coulibaly a expliqué à maintes reprises. Et c'est une sorte de lien qui fait obligation aux pays de l'UMOA de détenir dans le trésor français 65% de leur réserve de change. De sorte à ce que, quand ils veulent commercer avec un pays, ils sollicitent ces devises pour faire leur commerce. Vous savez, quand vous voulez échanger à l'extérieur avec un pays, vous avez besoin de la monnaie de ce pays. Et donc, nos pays tiennent donc dans un compte tous ces changes étrangers afin de faciliter leurs relations commerciales. Et donc, ce compte d'opération
accumulent des ressources qui sont en nos États. Et l'accès à ce fonds n'est pas libre. Il faut en faire la demande au Trésor français qui le met à votre disposition selon son gré. Et donc, qui peut vous dire, vous pouvez avoir accès maintenant, vous ne pouvez pas avoir accès demain, vous aurez seulement 20%, vous aurez seulement 15% de ce fonds. Et donc, ça nous amène à choisir de façon privilégiée ceux avec qui nous commerçons. Donc, on n'a pas la liberté. On n'a pas la liberté. C'est quoi vous pensez que la souveraineté monétaire peut nous dégager de ce lien? Absolument. Il y a également le lien que nous avons qui est notre incapacité à battre monnaie. Tous les États, après la Seconde Guerre mondiale, ont accédé au libre, au change flexible. Au change flexible, ce qu'on appelle le taux de change flottant. Et la zone sterling, qui est la zone... C'est que le professeur Mamadou Koulibaly avait proposé à l'époque. Absolument. Qui est la zone colonisée par les Britanniques, a donc accédé systématiquement au change flottant. Et donc vous voyez des pays comme la Gambie, qui ont leur monnaie, le Ghana, le Cedi, la Gambie c'est le Dalapis, vous avez le Nigeria, qui a le Naira, vous avez la Sierra Leone, qui a le Leone. Il y a l'expression de la souveraineté dans la monnaie. L'État a donc la possibilité de fabriquer sa propre monnaie, d'en disposer comme il veut, et de manipuler sa monnaie. Comme aujourd'hui, les Chinois qui dévaluent, sinon qui réduisent la valeur de leur monnaie pour pouvoir être compétitifs au niveau international. Et les États-Unis disent que c'est une guerre monétaire. Donc la monnaie est manipulable pour faire le développement. Créer monnaie ou retirer une quantité de monnaie, ceci est de la souveraineté des États. Et quand on vous dénie cette souveraineté, ce pan de votre souveraineté, vous êtes limité en matière économique et monétaire. Et cela réduit le développement. La Côte d'Ivoire n'est pas libre à ce niveau, ni les pays de l'UMOA. Et il faut que ces principes-là soient rompus. Et là, je vous parlais des banques commerciales qui sont en majorité françaises et qui contrôlent 80% de la masse monétaire. Et sachez que si elles ne financent pas le développement comme nous le constatons depuis, les jeunes n'auront pas d'emploi ni d'accès au crédit pour créer de l'emploi tous azimuts. C'est l'entreprise privée qui fait le développement et l'État complète et l'État corrige. Et donc, il faudrait que ce principe monétaire de lien avec les banques commerciales traditionnelles françaises soit également brisé. Les banques au Nigeria sont détenues par des Nigériens et ce sont des banques nigérianes qui contrôlent la plus grosse partie de la masse monétaire qui circule. Ils peuvent donc financer leur développement. Et le Ghana est un modèle aujourd'hui en matière de développement. La Côte d'Ivoire doit accéder à cette indépendance, à cette souveraineté et être libérée du cordon ombilical que représente le franc CFA qui nous lie à la France de façon artificielle. Parce que le franc français qui était là a disparu et a fait place à l'euro. D'accord, donc il s'agirait pour la Côte d'Ivoire en clair de battre monnaie. Oui. Alors, Monsieur Salaka, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de dire aux Ivoiriens qui ont peur de cette alternative, parce qu'on en avait parlé à l'époque avec le professeur Mamadou Koulibaly, qui ont l'impression que si la Côte d'Ivoire quitte la zone CFA, elle est en danger, parfois même les dirigeants ont un peu peur. Est-ce que vous êtes en mesure de leur donner des arguments pour dire qu'il y a possibilité de rompre ce cordon ombilical sans se perdre? Oui, nous pouvons le dire. Nous voulons rassurer les Ivoiriens qu'il n'y a pas de crainte à se faire. Que nous ayons peur ou pas, la situation nous est imposée. Et déjà, les soubresauts sont là. Donc, on nous a imposé la guerre, on a fait la guerre. Et on continue de faire la guerre. On nous impose la guerre monétaire, on doit faire la guerre monétaire. Et la suivi de la Côte d'Ivoire en dépend. Si demain, la BCEAO confirme la décision du Conseil des ministres, de l'UMOA, qui voudrait que les autorités actuelles reconnues, qui sont établies, le président Laurent Gbagbo et son gouvernement, n'aient plus droit de signature à la BCEAO, cela signifie que l'asphyxie financière et monétaire aura commencé pour notre pays. Quelle est l'alternative? Je veux dire aux Ivoiriens que le temps est arrivé pour prendre définitivement toute son indépendance. Nous avons parlé de la souveraineté politique. C'est maintenant la souveraineté économique et la souveraineté monétaire. Quand au niveau économique, l'eau, l'électricité, les ports, les télécommunications, tout ceci est encore dans les mains des filiales françaises. Et que pour alternative à la mauvaise gouvernance, on privatise. Et qu'on ne développe pas le réflexe de la bonne gouvernance nationale ou de l'entrepreneuriat national. Mais comment allons-nous gérer 500 milliards de PPTE qui nous sera donné
Si ces compétences n'existent pas dans notre économie, ce sera la mauvaise gouvernance et encore l'endettement. Mais je veux dire aux Ivoiriens qu'ils ne doivent pas avoir de crainte. Nous devons envisager un programme dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Et là, LDPC, notre organisation, a commencé la réflexion. Nous avons mobilisé des experts et nous voulons que le gouvernement puisse créer des forums avec les organisations de la société civile, le secteur privé, les institutions nationales et toutes les couches sociales ivoiriennes et tous les experts pour commencer à réfléchir à la question. Nous avons un programme dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Justement, j'en viens. À court terme, qu'est-ce qu'on doit faire? À court terme, il y a ceci, que des études, des forums, des colloques et des synergies d'experts, d'ONG, de l'État, du secteur privé soient automatiquement mises en place. Donc à court terme, il faut créer une synergie. L'État doit avoir cette volonté, une politique volontariste de réunir des experts et des Ivoiriens sur la question. Et une fois que cela est fait, nous pourrons sortir un livre, une étude systématique. Et cette étude, on pourra la compléter avec des voyages d'études au Ghana voisin et dans d'autres pays. Donc dans les pays qui ont déjà la monnaie flottante et leur monnaie nationale, pour apprendre et documenter ainsi notre monnaie, la monnaie ivoirienne qui va naître, et avoir la connaissance nécessaire et toute l'estimation de ce projet-là. Alors ça, cette première phase pourrait prendre combien de temps? Puisque vous l'avez dit, nous sommes dans l'urgence. Nous sommes pressés par le temps. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire en 3 ou 4 mois. Et là, il faut que l'État ait des solutions de réchange. Supposons que la signature de l'État de Côte d'Ivoire ne soit plus reconnue à la BCEAO, ce qui signifie que les mois qui arrivent seront difficiles. Alors, comment mobiliser les contributions aux impôts à la douane de sorte à ce que la mainmise de la BCEAO ne soit pas sur ces fonds? L'État doit réfléchir à ces alternatives et ça rentre dans le courant de ces actions-là. S'il faut donner un pouvoir partiel au trésor ivoirien pour juguler un peu toute velléité dans ce sens, c'est aussi une action de court terme. Et pour nous, le court terme peut s'inscrire dans 2 mois, 3 mois ou même dans 6 mois selon la politique que la BCEAO adoptera. Et ensuite, on passera au moyen terme. D'accord. Alors, Monsieur Saraka, j'entends bien tout ce que vous développez qui est fort intéressant, mais ce sont des questions qui touchent donc à la vie des Ivoiriens et à l'avenir de ce pays. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire a les ressources matérielles et humaines pour l'exécution, je ne dis pas la conceptualisation parce que ça c'est déjà fait, mais pour l'exécution de cet important projet qu'est la souveraineté monétaire? Est-ce qu'on a les ressources humaines pour ça? Absolument. Les ressources humaines existent. Il y a des monétaristes ivoiriens qui sont dans les institutions de développement. Il en existe ici, chez nous-mêmes. Et nous avons la chance d'avoir un professeur d'université, un éminent agrégé, le professeur Akengo, à la tête du gouvernement, un économiste, qui connaît donc la question. Et donc il s'agit de mobiliser tous les experts du CIRES, tous les experts monétaristes ivoiriens étrangers, et même se faire aider par des expertises étrangères, au Ghana à côté, et dans d'autres pays, comme la Russie, le Japon ou la Chine. Et des hommes existent, des compétences existent, des compétences peuvent être employées, mises au service de cet idéal qui est de l'ordre de la souveraineté, de la liberté et de l'indépendance après 50 ans d'esclavage. Il le faut. Sinon, on ne peut pas parler de jubilé, ni d'indépendance nationale. Parce que les liens économiques et les liens monétaires déterminent la vraie indépendance politique. D'accord. La question est tellement importante que je voudrais, M. Saraka, que vous reveniez sur les avantages qu'a la Côte d'Ivoire à emprunter cette voie. Les avantages sont énormes. L'idéal aurait été que la monnaie ivoirienne ne soit pas créée en temps de crise. Parce que la valeur de la monnaie dépend également de la paix. Mais nous y sommes contraints. Et c'est une question de survie maintenant. Si on ne le fait pas, on peut en passer. Et donc il faut le faire. Les avantages sont énormes parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est une économie forte. Et avant la guerre, les pays comme le Ghana et le Nigeria rivalisaient avec la Côte d'Ivoire. Mais très souvent la Côte d'Ivoire était citée en avance en termes de potentialité. Et donc, aujourd'hui, les avantages seraient que nous conquérons d'abord notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté, et d'ajouter à notre potentiel économique un autre pouvoir fort, le pouvoir monétaire. Et donc de maîtriser cette donne
afin de contrôler nous-mêmes notre compétitivité, notre richesse, notre développement. Et deuxièmement, avec les ressources du cacao et du café qui sont fortement demandées à l'extérieur, en plus du pétrole qui a été découvert, et j'ai dit tout à l'heure des montants sans grand ces secteurs. Le pétrole, en 2006, il a été estimé que le pétrole à lui seul a engrangé 200 milliards pour la Côte d'Ivoire, pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que les études ont révélé. Et donc, il y a des secteurs qui sont très riches. Nous avons l'agriculture, nous avons les VA, nous avons beaucoup d'autres ressources, et ces ressources peuvent être un pilier essentiel dans la valeur de cette monnaie ivoirienne. Et donc, les Ivoiriens ne doivent pas avoir peur. Il faut mettre les ressources humaines, les ressources techniques, les ressources agricoles, les ressources minières, tout ceci dans la balance. Quand ces produits seront demandés par l'extérieur, on aura besoin de notre monnaie pour venir faire des transactions avec la Côte d'Ivoire ou investir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui formule la demande de la monnaie. Merci, M. Saraka. Nous allons bientôt conclure ce débat. Est-ce que vous avez un appel à lancer et à destination de qui? Je voudrais qu'on soit très pratique. Je veux appeler tous les acteurs, et essentiellement ceux qui réfléchissent, les experts, les universitaires et le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour joindre l'acte à la parole, pour que nous engageons dans cette voie qui est tracée. Et nous y sommes obligés, je l'ai dit. Il faut que maintenant des forums naissent. Il faut que il y ait un cadre national d'expression de cette volonté commune des Ivoiriens, qui est d'avoir l'indépendance totale. Et donc, on dit que le forum, ce n'est pas maintenant qu'on va engager la réflexion, mais il s'agit de réunir tout ce qui existe déjà afin de créer une synergie. Absolument, créer la synergie, mobiliser les experts, mobiliser tous ceux qui pensent à la question et avoir concrètement des délais, un planning. Et je l'ai dit, dans le moyen terme, il faut commencer déjà à estimer ce qu'il faut et faire un plan d'épargne nationale, un plan d'investissement en vue de la création de cette monnaie, en vue de l'installation des institutions de cette monnaie, en vue du recrutement des experts pour cette monnaie-là. Il faut l'envisager. Et le projet doit être déjà achevé. Et donc nous interpellons les autorités pour que ce projet soit achevé dans la réflexion, dans toutes ces alternatives et qu'il soit prêt. Dans un délai assez court. Dans un délai assez court. Et ensuite on passera à l'action, si nous y sommes obligés. Je l'ai dit, si la Suisse vient 6 mois, on ne souhaite pas. On souhaite que la BCEAO puisse se ressaisir, surtout l'UMOA, et qu'on reste dans l'Union. Parce que l'idéal aurait été qu'il y ait une monnaie régionale, contrôlée par les pays africains qui sont dans l'UMOA, et qu'ils l'utilisent comme instrument pour jouer avec la loi du nombre et avoir une monnaie plus forte. Mais sachez que la Côte d'Ivoire fait 40% de la zone. Donc, pour dire que le poids de la Côte d'Ivoire soutient fortement le franc CFA. Donc, une monnaie ivoirienne serait fortement soutenue par le poids de la Côte d'Ivoire, le poids économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans un moyen terme, donc, mettre tout en place et puis passer à l'acte dans 1 an ou dans 2 ans, selon que la Suisse sera proche ou lointain. Pour nous, d'ici 1 an, on doit avoir le premier échantillon de la monnaie ivoirienne et le tester, comme ça a été le cas pour l'euro. Merci, Monsieur Saraka. Le débat est fort intéressant. Certainement que nous reparlerons un peu plus tard des questions de monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? Quelles sont ses implications afin que les Ivoiriens comprennent un peu mieux donc ces implications pour notre développement. C'était donc un numéro de raison d'État afin de vous faire comprendre l'importance de l'indépendance économique. Une question qui n'est pas consubstantielle à la crise, mais une question de développement à long terme pour un État qui veut une destinée majeure comme la Côte d'Ivoire. Et les ressources humaines existent. M. Saraka nous l'a dit, il en est lui-même et je suis sûr qu'il se tient à la disposition donc des autorités de ce pays pour les accompagner. C'est le rôle de tous les Ivoiriens, je le rappelle, donc pour le développement de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.